Bonjour, bonjour, bonjour. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour la dernière vidéo pour ce qui est de la phase qualificative de la LNH, que là, on ne sait pas exactement quelle date ça va avoir lieu. Aujourd'hui, on a vu sur Twitter Artemi Panarin qui a partagé un long texte où il mentionnait comme quoi il soutenait l'association des joueurs, il soutenait aussi les propriétaires de la LNH, mais selon lui, la Ligue, dans les dernières années, en fait dans les dernières decades, dans les dernières décennies, la Ligue avait surtout appuyé les propriétaires. Donc, qui avaient défendu des escrocs qui pensaient à leur intérêt. Selon lui, ben, il ne visait pas les propriétaires en particulier, là, il visait certains escrocs là, qui pensaient à leurs intérêts. Selon lui, le retour au jeu pour la COVID-19 ne doit pas être fait de manière précoce. Les joueurs ont encore besoin de signer pour approuver la date de retour. Il mentionne qu'il voudrait que les équipes reprennent leur activité dans leurs villes respectives. Ce que je trouve d'ailleurs cute de sa part parce qu'il mentionne, ben lui il mentionne New York parce qu'il joue à New York, mais il mentionne comme quoi dans le but de redonner des jobs aux employés des Rangers de New York, de restimuler l'économie de New York, donc de jouer à New York. Donc on comprend un peu sa logique, je trouve ça cute en même temps, mais en même temps ça rend comme un peu improbable le retour au jeu. Fait que là, on ne sait pas exactement quand ça va arriver. Également, je voulais vous faire un petit message particulier, je vous demande un petit service en fait. C'est que lorsque j'ai commencé à faire mes vidéos Hockey Fan 514, j'ai commencé avec la deuxième ronde des séries l'année passée. Alors là, lorsqu'on va atteindre la deuxième ronde des séries cette année, ça va faire un an de hockey. Là. Ça ne fera pas un an au niveau temporel, mais il y a eu une longue pause là, qui n'était pas prévue à la base. Là. Donc ça va faire un an au niveau de hockey lorsqu'on va atteindre la deuxième ronde. Ça serait vraiment cool que vous partagiez n'importe quelle de mes vidéos, soit à des gens que vous savez qui aiment le hockey ou sur vos réseaux sociaux, dans le but d'essayer d'attirer peut-être plus de monde pour qu'on jase de hockey avec plus de monde. Dans le but, surtout, c'est un point de vue qui est vraiment très personnel, mais dans mon ancien projet YouTube, qui était un projet que j'avais appelé En résumé, après un an de vidéos, j'avais 33 abonnés. Et là, Hockey Fans, après un an, j'aimerais avoir un peu plus que 33 abonnés. Ça serait vraiment cool, puis ça serait peut-être un petit peu plus encourageant que. Parce qu'en résumé, on n'a jamais vraiment décollé sur un point de vue de nombre d'abonnés. Quoique, j'ai fait genre, je pense que j'ai eu une cinquantaine de nouveaux abonnés dans la dernière année avec le projet En résumé, alors que ça fait un an que je fais plus du tout de vidéos sur cette chaîne YouTube-là. D'ailleurs, ma bande-annonce, je dis comme quoi c'est la fin du projet, mais en tout cas, anyway, c'est bon. Bref. Alors, si jamais vous avez la chance, j'apprécierais vraiment beaucoup vous partager une de mes vidéos avec des proches ou avec n'importe qui pourrait être intéressé de hockey ou sinon sur vos réseaux sociaux. Ça serait vraiment super. Alors, un très gros merci à vous d'abord de regarder mes vidéos et d'apprécier ce que je fais. C'est vraiment cool. Puis merci ceux qui communiquent avec moi. C'est toujours le fun. J'aime ça échanger avec vous. Alors, la dernière série qui reste, c'est en fait la série qui va opposer les Maple Leafs de Toronto qui ont fini 7e dans l'Est aux Blue Jackets de Columbus qui ont fini 9e dans l'Est. Ces deux équipes qui sont vraiment très serrées. En 70 matchs, 81 points, 70 matchs, 81 points. Il y avait exactement le même pourcentage de victoires, donc j'imagine qu'ils ont pris en considération les matchs qui se sont affrontés. Chaque équipe a remporté un des deux matchs en saison régulière, donc c'est deux équipes qui sont très proches d'un point de vue de classement. Mais c'est deux équipes complètement différentes. Les Maple Leafs de Toronto sont clairement une équipe qui est beaucoup plus offensive. Les Blue Jackets sont clairement une équipe qui est plus défensive. Les Maple Leafs sont une équipe qui est plus créative offensivement. Les Blue Jackets sont une équipe qui joue plus un système de jeu. Fait que c'est deux styles complètement différents, mais c'est deux équipes qui ont terminé avec exactement le même nombre de points dans exactement le même nombre de matchs. Ils se sont affrontés un total de 2 fois en saison régulière. Le 4 octobre, les Blue Jackets recevaient les Maple Leafs de Toronto. Les Leafs ont gagné 4-1. Le 21 octobre, c'est les Leafs qui recevaient les Blue Jackets et les Blue Jackets ont gagné 4-3. Alors, une victoire de chaque côté. La victoire des Blue Jackets ici, 4-3 en prolongation, ça a été une victoire que je dirais assez... OK, bon. Donc, en prolongation, en fait, c'est qu'il y a eu un 2 contre 1 qui a été considéré comme étant un échappé. Et il y a eu un accrochage ish. C'était très subtil comme accrochage, ce qui fait qu'on a tiré un tir de pénalité à Gustav Lundqvist des Blue Jackets de Columbus et c'est sur le tir de pénalité qui a compté que ça a permis aux Blue Jackets de remporter. Alors ça a été un match qui a été très serré et très dynamique. Autant que je vous ai dit que la série entre les Panthers et les Islanders risque d'être plate parce que les Panthers sont désorganisés défensivement et que les Islanders jouent trop sécuritaire.
Cette série-là risque d'être très mouvementée. Alors, ça peut être super intéressant à regarder. C'est deux équipes qui bougent bien la rondelle, un style de jeu beaucoup plus système, un style de jeu plus individuel, mais quand même, ça bouge beaucoup. Ça risque d'être une très belle série à regarder. Alors, beaucoup plus offensif du côté des Leafs. Cette année, les Leafs, c'est 70 matchs, 36 victoires, 25 défaites, 9 défaites en prolongation, 81 points. Du côté des Blue Jackets de Columbus, 70 matchs, 33 victoires, 22 défaites, 15 défaites en prolongation, 81 points. Donc, en termes de victoire, il n'y a pas nécessairement une immense séance. En termes de buts pour, les Leafs de Toronto ont une moyenne de buts marqués de 3,39. Ce qui fait de eux... je n'ai pas marqué là-dessus, mais ce qui fait de eux une des meilleures attaques. But pour, c'est en fait la troisième... Ouais, c'est ça, j'ai marqué l'avantage numérique, hein, mais l'avantage numérique, c'est pas ça. Non, en fait, j'ai pas marqué combien ça donnait le but pour. Ouais, but pour, c'est troisième. C'est l'avantage numérique que j'ai aucune idée combien ça donne. Ok, donc en tout cas, ici je me suis trompé, là, j'ai marqué avantage numérique, mais c'est en fait les buts pour. Donc, c'est la troisième meilleure équipe en termes de buts marqués par match dans toute la LNH, avec 3,39 de moyenne, par opposition aux Blue Jackets qui ont une moyenne de buts marqués de 2,57. Clair avantage offensif aux Maple Leafs. Par contre, les Maple Leafs accordent 3,17 buts par match, ce qui est quand même assez élevé, alors que les Blue Jackets, eux autres, accordent 2,61 buts par match. Alors, les Blue Jackets, en termes de buts marqués dans toute la ligue, ils sont 28e par opposition aux Leafs qui sont 3e, mais en termes de buts encaissés, les Blue Jackets sont 4e dans la ligue par opposition à 26e pour les Maple Leafs de Toronto. C'est clair. Beaucoup plus défensif, beaucoup plus offensif. Il n'y a pas d'hésitation à avoir là-dessus. L'avantage numérique des Leafs de Toronto il est à 23,1%. L'avantage numérique des Blue Jackets il est à 16,4%, ce qui n'est pas excellent. Le désavantage des Leafs est à 77,7%, ce qui n'est pas excellent. Et le désavantage des Blue Jackets à 81,7%, ce qui est bien. Alors bref, c'est évident. Au niveau des statistiques offensives, même au niveau là, les tirs par match. Tirs par match, les Leafs sont à... en fait, les deux équipes tirent beaucoup. Par tir par match, les Leafs sont 6e en termes de moyenne, alors que les Blue Jackets sont 8e en termes de moyenne. Fait que c'est deux équipes qui tirent vraiment beaucoup. Et au niveau des mises au jeu, ben là, c'est inégal parce que les Leafs sont 3e. Ils font partie des meilleures équipes au niveau des mises au jeu avec les Flyers de Philadelphie et les Canucks de Vancouver. Tandis qu'au niveau des mises au jeu, les Blue Jackets sont 26e en termes de pourcentage de victoire de mise au jeu. Fait qu'il y a quand même un avantage assez notable. Les Leafs sont très offensifs puis ils ont beaucoup plus de chances de commencer avec la rondelle au début du match, ou en tout cas au début d'un jeu, whatever. Donc ça donne un avantage qui est quand même un avantage notable. Deux équipes qui tirent vraiment beaucoup, une équipe qui a un système plus défensif, plus offensif. Au niveau offensif, les 5 meilleurs attaquants des Leafs l'année passée, ou du moins cette année, auront été Austin Matthews, qui est le meilleur joueur d'attaque, en tout cas offensivement, le meilleur joueur des Maple Leafs de Toronto. 70 matchs, 47 buts. Il s'en allait vers une saison de 50 buts, Boswell. 33 passes, un peu mangeux. 80 points plus 19. Le deuxième a été Mitch Marner en 59 matchs. Il a 16 buts, 51 passes. 67 points plus 6. John Tavares s'en allait vers une saison de 30 buts en 63 matchs, 26 buts, 34 passes, 60 points, moins 7. Nylander, 68 matchs, 31 buts, donc une saison de 30 buts ici. 28 passes, 59 points, moins 2. Et finalement, Hyman en 51 matchs, 37 points. Donc, on avait quand même des très bons marqueurs ici. Là, si tu regardes Nylander, Tavares puis Matthews, qui est juste exceptionnel. Ce qui n'est pas le cas du côté des Blue Jackets. Je ne sais même pas si tu avais un gars qui s'en allait pour une saison de 30 buts chez les Blue Jackets. On a Pierre-Luc Dubois qui est le meilleur pointeur de l'équipe. Mais ceci étant, là, je vous dis ça, mais dans le cas de Brockstrom puis de Atkinson, Brockstrom, si il avait joué la saison complète, il aurait probablement fait une 50aine de points. Fait que peut-être que Brockstrom aurait été le plus prolifique des avants des Blue Jackets s'il avait joué sa saison complète. Atkinson, lui, s'il avait joué une saison complète, il aurait probablement été aux alentours d'une 40aine de points. Fait que c'est ce qui fait que ces deux gars-là auraient pu être plus hauts s'ils n'avaient pas été blessés. Mais en tout cas, le meilleur joueur au point de vue offensif pour la saison régulière 2019-2020 des Blue Jackets aurait été Pierre-Luc Dubois. En 70 matchs, il a 18 buts, 31 passes, 49 points, moins 2. Gustav Lundqvist est le deuxième joueur d'avant pour les Blue Jackets. En 70 matchs, il a 42 points plus 4. Brockstrom, lui, en 49 matchs, 21 buts, 15 passes, 36 points, plus 8. Alors, c'est un très bon marqueur dans son cas à lui, Brockstrom. Nick Foligno, 67 matchs, 31 points, moins 3. Et Cam Atkinson, 44 matchs, 26 points, plus 2. Alors, c'est dommage parce qu'il y a des joueurs qui ont été frappés par des blessures qui auraient pu avoir
avoir des statistiques offensives beaucoup plus intéressantes. Mais quand même, les Blue Jackets, c'est une équipe qui n'est pas une équipe qui est portée énormément à l'attaque. Donc, c'est ce qui fait qu'il n'y aurait pas eu des statistiques aussi impressionnantes que ces gars-là. Si tu regardes Pierre-Luc Dubois à 49 points, il serait le 5e joueur de cette équipe-là. Si on regroupe là, les deux équipes ensemble, puis qu'on fait la liste des meilleurs par rapport à ça, donc le meilleur pointeur actuel des Blue Jackets serait... il y en aurait 4 des Maple Leafs avant lui. Là, fait c'est clairement pas une équipe qui est très portée sur le talent individuel puis sur l'attaque. Au niveau des défenseurs, c'est un petit peu plus désorganisé, mais c'est pas autant désorganisé que les Panthers du côté des Maple Leafs. Fait que ça, c'est un point qui est intéressant pour les Maple Leafs de Toronto parce qu'ils sont pas catastrophiques défensivement. Ils sont pas solides, mais ils sont pas catastrophiques. Tandis que les Panthers, j'ai fait un petit peu plus catastrophiques défensivement. Tyson Barrie aurait été le meilleur défenseur à caractère offensif de l'organisation. 70 matchs, il a 39 points, moins 7. Riley, en 47 matchs, il a 27 points, plus 6. Jake Musin, en 53 matchs, 23 points, plus 12. C'est surtout un défenseur défensif. Fait que, en tout cas, c'est quand même pas mauvais pour lui, 23 points. Hall, en 68 matchs, il a 18 points, plus 13. Du côté des Blue Jackets, on a Zach Werenski qui aura été le meilleur défenseur offensif de l'organisation. Peut-être le défenseur le plus intelligent de cette équipe-là, d'ailleurs. Ben, non, pas peut-être. D'après moi, il est le plus intelligent de cette équipe-là. 63 matchs, 20 buts, 21 passes, 41 points, plus 9. Mine de rien, c'est le 3e pointeur de son équipe. Ce qui est quand même très bon. Envers la suite, on a Seth Jones en 56 matchs, il a 30 points plus 10. Gravikov en 69 matchs, il a 18 points plus 11. Et David Savard en 68 matchs, il a 11 points moins 3. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que les Blue Jackets utilisent surtout leurs défenseurs pour appuyer l'attaque en avantage numérique. Mais à 5 contre 5, ils utilisent un peu moins. Mais il reste que ces deux équipes que... Ben, c'est sûr que, tu sais, Werenski et Jones, ils se permettent des libertés parce qu'ils ont de la créativité puis John Tortorella leur fait confiance. Là. Mais le style de jeu n'est pas un style de jeu qui prône nécessairement d'utiliser beaucoup les défenseurs, comme c'est le cas, entre autres, avec le Canadien Montréal qui utilise beaucoup leurs défenseurs pour la pression offensive. Bon, par la suite, au niveau des Maple Leafs, ben ça a été un gros point d'interrogation. Les fameux gardiens, ça fait des années que c'est un point d'interrogation avec eux autres. Donc, on a Anderson en 52 matchs, 2,85, 909 d'efficacité. C'est pas terrible. C'est vraiment pas terrible. Le deuxième, c'était Hutchinson. En 15 matchs, il avait 3,66, 886 d'efficacité. Je ne l'ai pas marqué parce qu'en fin de saison, c'est Campbell qui était là en termes de gardien de but auxiliaire pour Anderson. En 6 matchs, Campbell avait 2,63, 915. Donc, c'était plus intéressant. Il a donné un peu confiance à l'organisation. Mais je répète, ils n'ont pas un style de jeu qui est vraiment très solide au niveau défensif. Sauf qu'ils sont vraiment très créatifs offensivement. Du côté des Blue Jackets de Columbus, ben là, on avait Korpisalo. Et c'est là où, je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais je vous ai mentionné, c'était qui les gardiens? C'était Anderson et Korpisalo lors des 2 matchs quand ils se sont affrontés. Les deux, c'était en début de saison. Très important pour ce qui s'en vient. Korpisalo, qui est le gardien qui a eu le plus de matchs pour les Blue Jackets cette année, en 37 matchs, 2,60, 911, qui est quand même bien. Mais là, ce qu'il faut mentionner, c'est que Korpisalo, quand il a joué ses 2 matchs contre les Maple Leafs, il avait une affaire comme 888 d'efficacité, alors que sa saison est à 911. Il n'a pas nécessairement bien paru. Par opposition à Anderson, qui avait comme 920 d'efficacité contre les Blue Jackets, il était plus performant que sa saison de manière générale. Mais les Maple Leafs de Toronto n'ont pas affronté Elvis. Elvis Merzlikins, 33 matchs, 2,35, 923. Ce gars-là, il a un aura alentour de lui qui est hallucinante. Il a une énergie qui est super intéressante. Vous avez sûrement déjà vu des petits clips quand il gagne, là, il est super expressif, puis en donc, toi, il se pitch quasiment ses joueurs. Mais ce gars-là amène une énergie à l'équipe qui a déjà une énergie de groupe. Les Blue Jackets, je ne sais pas si vous en souvenez, mais ils ont perdu quand même beaucoup de joueurs l'année passée. Lors du marché des joueurs autonomes, entre autres, ils ont perdu Panarin et Bobrovsky. Donc, c'est une équipe qui a été quand même décimée. Et cette année, ils ont réussi à se regrouper et à être quand même compétitifs pour un playoff spot. Puis finalement, ben là, ils ont la possibilité dans les qualifications. Et lui aura été une vraie révélation. Oui, on s'attendait à quelque chose de bien de sa part, mais on s'attendait peut-être pas à l'aspect plus psychologique qu'elle a apporté à l'organisation. Puis honnêtement, ce gars-là, quand il a été dans les nets pour les Blue Jackets, plus vers le milieu fin de saison, c'était une équipe qui était renouvelée en termes de confiance. Alors, l'effet que ce gars-là apporte à toute l'organisation, dans une perspective où ces deux organisations qui sont relativement égales, le style de jeu de système défensif des Blue Jackets, ajouté à l'aura de Elvis, pour moi, c'est une équipe qui me semble être plus intéressante face aux Leafs. Mais honnêtement, j'y vois une série quand même serrée.
Parce que les Leafs, là, leur star, ils vont pas se laisser piler ses pieds, c'est sûr et certain. En termes de blessés, ben là, on avait encore sur la liste des blessés Johnson, Mikheyev et Clarkson. Clarkson, lui, je pense que sa carrière est juste finie, si je ne me trompe pas. Du côté des Blue Jackets, Alexandre Texier, c'est possible qu'il n'y ait rien. Donc, c'est pas nécessairement, c'est un joueur qui est recru, là, fait que c'est pas un joueur qui a nécessairement un immense impact dans l'organisation, mais ça peut être un fin compteur quand même. C'est un gars qui aime jouer sous pression. C'est un gars qui était beaucoup trop dominant quand il jouait en France, mais quand il a joué dans la Ligue A en Finlande, il était intéressant. Il avait des bonnes statistiques. Donc, il n'a pas dominé la Ligue A en Finlande, mais il a quand même été dominant. Et c'est ce qui fait que c'est un joueur qui est intéressant et il devrait revenir au jeu pour les Blue Jackets, pour les séries éliminatoires. Dans le cas de Josh Anderson, on n'est pas certain. Donc, lui, ça se peut qu'il revienne au jeu, mais peut-être pas pour les qualifications des Blue Jackets. Peut-être si les Blue Jackets participent aux séries, c'est peut-être plus là qu'il va revenir. Tandis que Texier, lui, il est déjà retour à Columbus, puis il s'entraîne déjà. Puis dans le cas de Dubinsky, Brandon Dubinsky, sa carrière est probablement finie. Il n'a pas joué cette année à cause d'une blessure chronique au poignet. Puis probablement qu'il ne reviendra jamais au jeu dans son cas à lui. C'est un peu triste, mais bon, que voulez-vous. Alors, c'est ce qui fait qu'à la lumière de tout ça, malgré toute la créativité offensive qu'on peut avoir du côté des Leafs de Toronto, malgré que Campbell s'en est sorti quand même pas si mal en termes de gardien de but, je pense qu'il y a certaines lacunes sur le style de jeu défensif parce qu'ils jouent un style de jeu très ouvert, les Maple Leafs. Il en compte 3.39, il en accorde 3.17. C'est quand même beaucoup. Alors, je pense que ça va être une lacune du côté des Maple Leafs de Toronto, ce qui m'amène à croire que le style de jeu, de système prôné par John Tortorella, avec un style de jeu défensif plus solide, mieux coordonné et l'aura de Elvis, je crois que les Blue Jackets devraient remporter cette série 3-5 qui va les opposer aux Maple Leafs de Toronto. Alors faites-moi savoir quelle est votre opinion à vous, qui d'après vous devrait remporter la série qui va opposer les Blue Jackets de Columbus aux Maple Leafs de Toronto, ou plutôt les Maple Leafs de Toronto aux Blue Jackets de Columbus. Faites-moi savoir qui vous pensez qui devrait gagner, pourquoi il devrait gagner au travers des commentaires. Alors un très gros merci d'avoir pris le temps de regarder ma vidéo. N'oubliez pas de donner un petit j'aime si vous l'avez aimé, également de la partager pour qu'on ait peut-être plus de gens qui viennent jaser avec nous. Ça serait vraiment super. Alors, on s'abonne, on active la petite cloche pour savoir quand je vais remettre une vidéo en ligne. Et vous pouvez me suivre sur Instagram, hockey_baramba, fan_baramba 514. Alright, fait qu'on se revoit bientôt. Gênez-vous pas pour venir me jaser, ça me fait plaisir de parler de hockey tous les jours. Ok, merci. Bye bye.